Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être avec nous. Nos plus sincères excuses pour ces quelques minutes de retard. Nous avons un problème technique actuellement. Nous sommes connectés avec Steve qui, voilà, a des difficultés avec sa caméra, donc vous aurez le son, mais vous n'aurez pas l'image. Et puis on va démarrer ce live. Donc je suis Jennifer Byron, en charge de la direction des programmes à l'IFG Executive Education et j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire «Comment la finance devient un levier stratégique de transformation». La finance occupe aujourd'hui une place centrale dans la transformation des entreprises. Les décisions d'investissement, les arbitrages stratégiques et le pilotage de la performance ne relèvent plus uniquement du contrôle. La fonction finance devient un véritable levier de création de valeur, un outil d'allocation du capital et un appui structurant à la prise de décision. Cette évolution redéfinit donc le rôle du directeur financier et rapproche la fonction finance des enjeux de stratégie, de données et d'impact opérationnel. Nous verrons comment la finance peut passer d'une logique de contrôle à un rôle de moteur de transformation, et puis comment aligner valeurs financières et valeurs opérationnelles à travers des exemples concrets. Et pour éclairer ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Levy. Steve est fondateur du cabinet Isaac Lev, spécialisé dans l'accompagnement stratégique et financier des dirigeants et des investisseurs. Il intervient auprès de fonds d'investissement et de PME et ETI sur des problématiques notamment de création de valeur, de transformation et de gouvernance financière. Associé chez Investor X, Steve développe une approche qui est à la fois stratégique, opérationnelle et financière, qui est orientée vers la performance durable. Et puis parallèlement à ses activités de conseil, Steve enseigne à l'IFG ainsi que dans une grande université française sur les enjeux d'analyse financière et de pilotage de la performance. Donc ce webinaire durera environ 50 minutes. Vous pouvez nous adresser vos questions au fil de l'eau dans le chat et puis nous prendrons un temps à la fin pour y répondre. Steve, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui, même si tu n'as pas l'image, et je te laisse la parole pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup Jennifer, tu as fait une très bonne, très élogieuse présentation de mon parcours. Merci encore. Encore désolé à tous ceux, vous allez devoir vous concentrer sur les slides et pas sur ma tête. C'est que partie remise, je vous promets de revenir et d'être, et ce malgré tous les essais qu'on a fait avec les équipes de l'IFG. Ben voilà, le jour du live, il y a un petit problème technique. Je suis vraiment désolé pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler. Alors, je vais pas vous parler de compta. Je vais vous parler de décision. L'objectif du directeur financier, du CFO, comme on l'a présenté, c'est pas de faire des tableurs Excel, c'est vraiment d'utiliser une boussole stratégique. Et c'est ce que je vais essayer, en tout cas, d'explorer aujourd'hui et vous montrer comment la fonction finance peut devenir un levier de croissance durable. Alors, la question, c'est pourquoi ce sujet maintenant? Euh, ben, vous le ressentez tous, l'incertitude, elle est permanente. Le coût du capital, c'est-à-dire le prix de l'argent, il a augmenté. Les banques sont de plus en plus exigeantes. Les décisions sont de plus en plus complexes. Alors, avant, on pouvait se permettre l'approximation. Aujourd'hui, chaque décision financière compte et c'est là où il faut être très agile sur les métiers de la finance. La première étape et la première chose que je voudrais mettre de côté, c'est le malentendu. L'objectif du directeur financier, c'est de créer de la valeur. Évidemment, c'est de faire du profit et l'un va avec l'autre, mais la création de valeur, c'est différent de faire du profit. Créer de la valeur, c'est augmenter de la valeur de l'entreprise. Et le profit, c'est une photographie à un instant T. La valeur, finalement, c'est le film que vous allez dérouler pendant les prochaines années. D'accord? Donc l'entreprise, elle peut être rentable et pourtant elle peut être aussi fragile. Et c'est tout l'objectif du directeur financier, c'est de dire à un moment donné, le chemin que vous êtes en train de prendre, il est bien, il est profitable, certes, mais attention, ce qui crée de la valeur, c'est cette capacité à générer du cash. Alors,
juste, comment moi, c'est quelque chose que que je demande à mes étudiants ou même, à l'IFG. La première chose que je dis à mon auditoire, c'est: «Quelle est la différence entre prix et valeur?» Et alors, chacun a sa définition, chacun, tâtonne, mais globalement, si moi je devais donner une définition qui est très personnelle, c'est que la valeur d'une entreprise, c'est la capacité de générer de la trésorerie, du cash flow, durablement sur les prochaines années. Et le prix, c'est ce qui est prêt à acheter un investisseur à un instant T de cette série de cash flow futurs. Et c'est ça qu'on essaye de faire, nous, en tant que directeur financier, c'est dire qu'à un moment donné, mon rôle, c'est de faire en sorte que la société puisse passer les cycles économiques, générer du cash durablement, montrer une résilience, montrer qu'elle est capable de croître de manière rentable. Et ça, c'est une entreprise qu'on peut transmettre. Alors, évidemment, la valeur, c'est pas que le chiffre d'affaires annuel, c'est une trajectoire crédible parce que dans le passé, on a réussi à passer les cycles et à rendre la société euh, séduisante. Je vais juste vous donner un petit cas. Société, 15% de marge EBITDA. Sur le papier, c'est très bien, elle est rentable. Les fonds d'investissement, c'est un peu leur dada. C'est le premier indicateur qu'ils regardent. Est-ce qu'on est à 15 ou 20% de marge EBITDA? Parfait. Sauf que on se rend compte que c'est le dirigeant qui fait les ventes, c'est le dirigeant qui gère la compta, qui gère les RH, qui gère les employés. Si demain on enlève le dirigeant, et ben, la société, elle fait plus 15% de marge d'EBITDA. J'ai un exemple en tête. J'avais une société à vendre, euh, belle rentabilité, 25% de marge EBITDA. Super croissance, enfin, il y a eu une super croissance dans le passé. Là, depuis quelques années, la croissance était faible, mais générait énormément de cash. Bon, résultat des courses, on discute avec des acheteurs potentiels et le seul retour qu'on a eu de tous les acheteurs potentiels qui disaient super société, on veut l'acheter, il n'y a pas de sujet, la dépendance aux dirigeants. Et c'est ça le rôle aussi du directeur financier, c'est d'aider le dirigeant à dire, OK, si demain tu pars un mois en vacances, est-ce que la boîte continue de tourner? Alors, la valeur, elle suit une mécanique qui est assez simple. C'est d'abord une performance opérationnelle. Ensuite, c'est une génération de cash. D'accord? C'est-à-dire que cette performance opérationnelle permet, et on va voir dans une seconde comment quels sont les critères de performance opérationnelle, permet de générer du cash. Ce cash, on le réinvestit. Ça permet de créer de la croissance. Et la croissance crée la valeur. Mais en fait, si un maillon se casse, tout s'effondre. Je vais vous donner un exemple. Si votre chiffre d'affaires, vous avez 15% de marge opérationnelle, que derrière, vous gérez bien vos coûts, marge brute et marge opérationnelle. Si derrière la marge opérationnelle, vous gérez bien votre BFR. Si derrière le BFR, vous gérez bien vos investissements. D'accord? Ça crée de la valeur, ça crée du cash. On réinvestit ce cash pour continuer la croissance. Et on est dans ce cercle vertueux où croissance égale cash égale valeur. C'est une discipline qui est nécessaire à chaque étape, qui est essentielle. Et c'est aujourd'hui une méthode qui est éprouvée notamment par les fonds d'investissement où ils ont bien compris que la capacité de générer du cash d'une entreprise était primordiale et c'était ça qui créait la valeur. Alors, globalement, le CFO, ou en tout cas le directeur financier comme on le connaissait dans le passé, c'était quelqu'un qui faisait du contrôle, qui expliquait ce qui s'était passé et qui avait un budget assez figé du futur. C'est comme ça et c'est pas autrement. Aujourd'hui, le rôle du CFO, c'est un peu différent. Ça va être surtout un allocataire. Il va arbitrer des décisions. Est-ce que le cash, la trésorerie que j'ai, je préfère le mettre dans cette branche ou est-ce que je préfère la mettre dans cette branche-là? Et ça permet évidemment, on se base sur de la donnée, on se base sur ce qui est observé, de la compta, d'accord? Mais c'est une allocation de la trésorerie qui est censée rapporter à un moment donné plus que dans un actif que dans un autre, d'accord?
je suis un peu, comment dire? Imagé, un peu flou, mais je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes patron d'une entreprise, il y a vous avez 2 divisions. Une division, croît à 5, l'autre à 15. Il y en a une qui a 20 de marge opérationnelle, l'autre qui a 8 de marge opérationnelle. OK, donc vous avez d'un côté quelque chose qui croît à 5 mais avec 20 de marge, de l'autre qui croît à 15 ou 20 et qui a 5 de marge. OK, posez-vous la question: «Où est-ce que mon cash est le mieux alloué?» Et c'est ces questions-là à laquelle, vous avez demain, le l'objectif de répondre. C'est-à-dire que, est-ce que je mobilise plus de cash dans l'un, plus de cash dans l'autre? Et en fait, c'est vos objectifs de rentabilité qui vont faire, votre allocation de cash à un moment donné. Pareil pour le reporting. Le reporting, c'était quelque chose de passé. Ben, aujourd'hui, ça doit être de la donnée qui doit permettre de prendre des décisions. C'est bien de voir, la performance de telle division, telle division, telle division. La question qui doit se passer, c'est pourquoi la performance était, heu, en demi-teinte ce semestre ou ce trimestre ou ce mois, et de se dire: «Ben, OK, prenons tout de suite les actions correctives pour, faire en sorte qu'on n'ait pas 2, 3, 4 mois de, de sous-performance.» Et du coup, la conséquence de cette allocation d'un côté, cette prise de décision de l'autre, fait que votre budget annuel, en fait, c'est quelque chose qui va vivre. Moi, souvent, les étudiants, que ce soit à l'IFG ou ailleurs, me demandent: «Mais Steve, comment tu, gères un budget?» Je dis: «Bah, mon budget, c'est très simple. En septembre de l'année N, je commence à travailler sur mon budget de l'année N+1.» Tous les grands groupes le font. J'invente pas c'est pas une formule magique. Je commence donc, l'année N+1 avec un budget mensuel. D'accord? Tous les mois, je vérifie si je suis peu ou prou dans les clous. Je fais un premier bilan au premier trimestre. Je fais un bilan un peu plus sérieux au deuxième trimestre. Si je dois ajuster, je le fais en septembre. Pendant l'été, souvent, les gens sont en vacances, et cetera, mais du coup, ça permet de travailler pendant l'été pour ajuster et retravailler le BP pour la fin d'année. Et en septembre, je repars sur l'année d'après et je retravaille mon BP. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est d'avoir une maîtrise, heu, des options que vous avez, du cash que vous allez devoir générer et ou que vous allez devoir demander à vos partenaires financiers, que ce soit des fonds ou, des banques. Et en fait, aujourd'hui, du coup, le budget, ça devient quelque chose d'adaptatif. On s'adapte tout de suite, on identifie les risques, bien en amont, et on n'attend pas d'avoir le rapport du comptable qui vous dit votre performance passée. Souvent, il vous le dit en mai et sur l'année de N-1. Donc, ça fait un peu, rétroviseur. Là, l'objectif, c'est de dire: «OK, comment je fais, pour gérer mes finances à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an?» C'est ça la question du CFO. Alors, j'ai un peu anticipé sur cette slide, mais l'idée, c'est que le rôle du CFO, ça devient un copilote de stratégique. Alors moi, je suis assez fan de paddle, vous allez voir, mais c'est pour ceux qui jouent un peu au paddle, le CFO, c'est un peu le joueur de droite. C'est celui qui construit, qui patiente, qui, fait, en sorte qu'on on renvoie la balle de manière à ce que, bah, finalement, le patron puisse finir le coup et marquer le point. Et ben, le CFO, c'est un peu ça, c'est un architecte des ressources, c'est un peu le garant de la trajectoire et c'est un accélérateur de décision parce que quand on veut croître et arriver et grandir, faire grandir sa société, à un moment donné, il faut pouvoir se sortir de l'opérationnel. Et c'est là où on prend des décisions, on crée des trajectoires et c'est ce qui transforme un peu des données en arbitrage et ces arbitrages permettent de créer de la valeur. Alors, il y a 3 questions clés que tout dirigeant doit pouvoir répondre clairement et c'est un: où gagne-t-on vraiment de l'argent? Et donc ça veut dire, identifier précisément les activités, les produits, la typologie de clients qui génèrent de la marge et du cash. Et ça passe par, de la donnée. Est-ce que j'ai réussi à vendre? Est-ce que, j'ai réussi à transformer mes clients, enfin mes prospects en clients? Et ces clients, combien ils sont prêts à payer, mon service? C'est où investir maintenant? Ben, vous avez différents produits, vous avez différents marchés.
Ben, il faut déterminer les priorités d'allocation. Je préfère investir dans une division très bien margée avec une belle croissance que dans une division qui est en demi-teinte ou pour lequel le marché est, au ralenti. Et puis, quels sont les risques? Et ça, c'est un des facteurs qui est souvent oublié dans la gestion, c'est quels sont les risques potentiels, sur les 3, 6, 18 mois prochains? On sait par exemple que, il y a les élections municipales, donc quand vous avez, des clients qui sont liés aux dépenses, des collectivités, ça peut avoir un frein. 2027, il y a les élections, il y a les guerres, si on a des problèmes, on sait que le prix de l'énergie était un sujet. Et c'est de pouvoir anticiper, ça et évidemment, la réponse facile, c'est de pouvoir diversifier ses fournisseurs, diversifier ses sources de revenus, ses sources de coûts, ses sous-traitants. Ça passe aussi dans cette analyse, en disant: «Bah, OK, si demain, les États-Unis décident d'augmenter, les barrières douanières, d'un côté, est-ce que je peux me retourner avec d'autres fabricants? Est-ce que j'ai identifié des solutions par rapport à ça?» Ça fait partie, du rôle, du, directeur financier et du dirigeant de pouvoir se poser, ces questions qui peuvent, à un certain moment, être floues, mais, si elles sont floues, ça veut dire que la création de valeur va être fragile. Alors, évidemment, ça veut dire qu'on est dans un monde mouvant, que, le budget en soi ne suffit plus, c'est quelque chose qui est évolutif. C'est aussi quelque chose qui ne doit pas bouger tous les 4 matins. Ça doit donner le compas, la boussole, la direction, certes, on doit ajuster régulièrement, mais on ne doit pas, se lever tous les matins à dire: «Bah, je rechange mes hypothèses». Le marché bouge, certes, les hypothèses d'hier, elles sont probablement obsolètes, c'est clair. L'agilité dans un monde qui est mouvant et dont les hypothèses peuvent bouger assez rapidement est primordiale. Néanmoins, et c'est là où il y a un juste milieu entre je change mes hypothèses tous les jours et je les change une fois par an, où il faut trouver la bonne adéquation sur l'orientation. Et ça, c'est une discussion qu'il y a entre le patron et le directeur financier, les principales personnes de la direction qui gèrent le business en disant ben, on essaye de remonter de l'information de manière constante, de manière à sentir si finalement l'avion, il est bien piloté ou et si, l'orage qui arrive, il est fort, il est pas fort. Vous êtes à bord, d'un avion et la météo, elle est pas toujours, ensoleillée. Il y a des orages et il faut savoir, naviguer au travers. Alors, il y a différents outils qu'on peut mettre en place, au sein d'une structure et j'insiste sur le fait que ces outils-là, qu'on soit une petite start-up, à 3 personnes ou une grande entreprise, du CAC 40, ce sont les mêmes outils. Ce n'est pas une question, de taille, c'est une question d'organisation et évidemment, une société du CAC 40 aura des outils, très sophistiqués, très pointus, une complexité peut-être légèrement supérieure, mais pas beaucoup supérieure qu'une petite PME à, 2, 5 ou 20 personnes. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de, avoir différents scénarios. Heu, de se dire: «Ben, je suis capable de construire 3 étapes en fonction d'hypothèses». Évidemment, une hypothèse centrale, ça c'est, mon objectif et là, je fais la différence entre le budget, l'objectif, qui sont pour moi 2 choses, différentes. Et le break-even. Le break-even, c'est là où c'est le scénario catastrophe. Pour moi, le break-even, c'est le scénario catastrophe. C'est ce que j'ai appelé dans le slide le down, la trajectoire down. C'est, en dessous de ce niveau-là, je peux pas faire moins que ça et ça me donne, entre guillemets, mon scénario, pessimiste. Mon scénario, heu, budget, qui est le scénario de base ici, c'est qu'est-ce que je suis capable de générer ou en tout cas comment je suis capable, de faire travailler ma société de manière raisonnable, sans être trop optimiste, mais réaliste.
Par contre, il y a un sujet objectif où on dit: «Bah, OK, ça, c'est le scénario central, mais moi, j'ai envie d'aller chercher de l'extra-croissance, j'ai envie de mettre les feux sur plus de croissance» et c'est là où, je mets, des objectifs. Pour faire simple, si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vos commerciaux, vous les incentivez sur les objectifs, mais vous savez très bien que votre budget, en tout cas vos attentes sont plutôt au niveau du budget et c'est ce que globalement, je dis aujourd'hui avec mes clients ou avec, participants à mes classes, au sein de l'IFG par exemple, dire: «OK, les objectifs, c'est ce qu'on communique». On est, heu en anglais, on dit committed, mais on est engagé pour atteindre ces objectifs. Par contre, en tête-à-tête avec le DAF, on va créer ou en tout cas, on va se dire, hem, la gestion, on va plutôt la faire au budget, d'accord? Et on va surtout faire attention aux scénarios, négatifs. Le troisième chose, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est les rolling forecast. On va adapter à la marge sur les 3 premiers mois. On va se poser les bonnes questions sur les 3 mois suivants et là, on va se dire: «Bon, OK, je vais être un peu plus, je vais ajuster un peu plus fort» parce que finalement, les mois de, novembre à juin, c'est les mois où on travaille, beaucoup. Après, mai, il y a quelques ponts, juillet, août, c'est l'été et la rentrée, septembre, octobre, novembre, c'est là aussi où on retravaille. Mais il faut faire attention à la saisonnalité et 3 point, c'est les stress tests. C'est, dans les scénarios catastrophes, comment ma position de cash peut être impactée par, tel ou tel, événement. On est en train de parler de quelque chose de très concret, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, industrielle qui avait besoin d'énergie, je peux vous dire que, les problèmes en Ukraine où ils recevaient du gaz a impacté de manière forte, les, les impacts, énergétiques de ces, sociétés industrielles. De la même manière, des sociétés de consultants qui vendent beaucoup de gestion de projet ou d'aménagement avec les collectivités, les périodes d'élection sont des périodes compliquées à gérer. Il faut pouvoir l'anticiper. Et ça, je pourrais vous trouver, des exemples, énormément d'exemples pour vous dire: «Oui, ça marche pas». Je vous ai fait un petit cas que j'aime bien raconter et bon, alors là, on est dans un auditoire un peu plus large que les classes, donc je vous donnerai pas le nom de la société, mais on était dans une société cotée en bourse, avec lesquelles, j'ai analysé et superbe croissance, on était à des croissances de 20 ou 30 de mois en mois. Ils avaient un produit technologique très fort, avant même que les leaders d'aujourd'hui, les remplacent, mais très belle, performance, très belle, croissance, hem et en fait, ils ont géré, la croissance, ils ont commandé plus de stock, les clients, ben, eux, ils payent une fois qu'ils ont vendu le produit, pour faire simple et et les fournisseurs, ben, ils ont fait attention aux encours qu'ils avaient avec, cette société. Très belle croissance, la PME a doublé son chiffre d'affaires, de manière très rapide. Tout le monde a applaudi, sauf que la gestion du BFR a été telle que la société est allée en redressement, judiciaire. Pourquoi? Parce qu'elle avait mal géré son BFR. À un moment donné, les stocks ont monté, le fournisseur a compris qu'il y avait une accumulation de stocks. Malgré la croissance, les clients ont allongé leurs délais et les fournisseurs ont dit: «Écoute, c'est gentil, mais nous, maintenant, on va être payés plus tôt». Parce qu'on voit bien que, financièrement, c'est problématique et là, la société, bah, a dû déposer le bilan, en tout cas a été, restructurée, mais il y a eu beaucoup d'argent perdu. Alors que la performance était, excellente. Donc bien faire la différence entre croissance et création de valeur, ça, c'est quelque chose d'important. L'idée, c'est quoi? C'est de la croissance gérée, rentable et qui génère de la trésorerie et ça, c'est le point d'orgue, du CFO. Ensuite, le CFO, il doit aussi, créer des options. Investir, ça veut dire engager des ressources et sur des opportunités à fort potentiel de retour.
il doit être capable aussi de dire: «Attendre, je vais j'ai du cash, je sais pas, l'environnement commence à être, un peu problématique. Je préfère préserver ma trésorerie dans des moments difficiles parce que potentiellement ça peut être, compliqué». Il doit savoir aussi réallouer, dire à quelqu'un: «Écoute, ta division, croît pas au niveau où elle devrait croître, les performances et le marché ne sont pas là. On va patienter, le temps que le marché reparte, mais en attendant, je préfère investir sur telle ou telle division». Et puis, il faut savoir stopper. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas rentable, quand on ne sait pas faire, quand on n'y arrive pas, ben, il faut accepter de dire: «OK, c'est pas la bonne décision et c'est pas la bonne, stratégie. Soit je vends, soit j'arrête». Parce que si l'argent que vous mettez à disposition ne vous rapporte pas de valeur, ben, c'est quelque chose qui doit, et malgré les différentes changements de stratégie et cetera, bah, ça doit être à un moment donné, le point d'orgue pour dire: «OK, on we give up», comme on dit en anglais, et on choisit, de faire autre chose. Hem, Moi, j'aime bien le parallèle que je fais entre un patron d'entreprise qui a plusieurs divisions ou différents types de produits et un allocataire d'actifs. Alors, quand je dis patron d'entreprise, c'est le patron, le duo, patron d'entreprise et directeur financier, où finalement la valeur, elle se crée dans, l'arbitrage, d'allocation. C'est-à-dire que, l'idée n'est plus de dire, on est, à 100 là et à 0 là. L'idée, c'est plutôt de dire: «J'ai 3 ou 4 possibilités, je vais en mettre un peu partout, de manière à diversifier mon risque». C'est je vous le disais tout à l'heure, l'important, c'est pas forcément de se dire, heu «Je vais sur la plus performante». L'idée, c'est de pouvoir diversifier ses clients, en termes de taille, en termes de secteur, en termes de géographie, en termes de résilience et de cycle. De la même manière, il faut pouvoir diversifier ses fournisseurs, ses financeurs. Heu, c'est là où on voit qu'une boîte, elle est transmissible et elle a de la valeur. C'est que on est capable de sortir de la société et d'avoir, des petites manettes qui disent: «OK, il y a des choses qui vont être bons, il y a des choses qui vont être moins bons, en termes d'activité, en termes de chiffre d'affaires, mais il peut aussi y avoir des choses qui seront un peu moins bons en termes de fournisseurs». Quand je dis moins bon, ça veut dire que, bah, il y a des fournisseurs qui seront compétitifs à certains moments et d'autres moins, et c'est pour ça, on le voit dans les secteurs de luxe ou dans les où la matière première de certains, cuirs et cetera sont importantes. Ben, l'idée, c'était de sécuriser ces approvisionnements. On le voit dans les métiers de l'import-export où l'approvisionnement, c'est clé, donc il faut savoir diversifier ses sources d'approvisionnement. Et à un moment donné, il faut être capable de dire: «Ben, je suis pas que sur le secteur public, je suis aussi sur le secteur privé et dans le secteur privé, j'adresse, tel secteur, tel sous-secteur». Et c'est ça aussi de pouvoir allouer du capital, c'est dire: «Ben, comment je fais pour avoir, heu, une récurrence et une visibilité, de la croissance future de mon chiffre d'affaires?» Hem et bon, ça se voit dans les reportings. Vous savez, une des questions qu'on pose régulièrement, et ça, c'est la place des 10 premiers clients, et combien ça représente du chiffre d'affaires. Et ça, c'est typiquement le genre de pas de warning en tout cas, mais qu'on n'a pas forcément dans les reportings, mais en tout cas, qui doit être, adressé à un moment donné. Je crois qu'il y a eu un petit, glitch, Petit souci de son et visiblement de connexion. On va attendre que Steve se reconnecte. Désolée pour tous ces aléas techniques.
Jennifer, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Steve. Désolé, petit problème technique. Donc, le, On n'a pas alors, entendu du coup le début de ta présentation sur cette slide-là. parfait. J'avais pas commencé, mais l'idée c'était surtout de se dire, alors j'invente rien, mais globalement c'est un process itératif quand on dirige une entreprise qui est d'exécuter ce que j'appelle le run. C'est que les investissements doivent permettre une excellence opérationnelle, et ça c'est quelque chose qui permet la qualité du service actuel. C'est j'exécute proprement le service sur lequel je suis, le service que je propose. La deuxième étape, c'est de la croissance, c'est d'aller voir où est-ce que je peux aller chercher du chiffre d'affaires additionnel. Et ça, c'est globalement, c'est le capital que vous allez disposer, c'est dire, OK, je génère 100, ben, peut-être que j'en ai 30 ou 40 qui vont me permettre d'assurer et faire en sorte que mes clients sont contents, mais je vais en prendre 40 ou 50 qui vont me permettre de dire, là, je vais investir là-dessus, sur tel et tel marché pour accélérer, la croissance, et une croissance encore une fois rentable. Et une fois que vous avez protégé ce que vous avez, construit, que vous avez, fait de la croissance, ben, il faut pouvoir, préparer le futur. Ça veut dire quoi préparer le futur? Ça veut dire qu'il faut être capable d'innover, transformer, mais aussi de solidifier. Souvent, quand on fait de la croissance, on est dans une phase où les choses sont peu ou pas organisées parce qu'on s'adapte très très vite. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif, c'est de dire je fais de la croissance, je consolide, je fais de la croissance, je consolide. Et cette partie transformation et préparer le futur, c'est important. Alors, il y a 4 critères de décision, ils ne sont pas inscrits dans le slide, mais globalement, chaque projet doit être validé avec des ROI à la fois financiers, mais stratégique. Et en fait, les 4 critères que, j'ai envie, de partager avec vous, elle est simple, c'est un, il faut un ROI financier. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire que, financièrement, c'est rentable. 2, un ROI stratégique. Pourquoi? Stratégique parce que ça veut dire que évidemment, on peut investir, sur un segment qui fait, 20 et puis sur un autre segment qui est totalement différent, mais dans ce cas-là, vous construisez 2 sociétés. Pourquoi il faut qu'il y ait un ROI stratégique? C'est parce qu'on doit être capable de tirer des synergies de vos différents investissements. Si vous investissez dans une société industrielle, remonter soit la partie amont, donc vers le plus proche de la matière première, c'est une chose, c'est intéressant. Soit vous pouvez intégrer de manière vers l'aval, ou vous pouvez juste vous dire, ben, la méthodologie que j'ai adoptée pour développer ma société, je peux l'adopter sur des marchés parallèles, et c'est là où vous avez des économies, des synergies. Troisième point, il faut se poser la question, et ça, c'est les 2 prochains critères sont des critères qui sont assez clés. Les 2 prochains critères, c'est un, le time to impact. Ce que j'appelle le time to impact, c'est est-ce que c'est le bon moment d'investir dans cette société ou dans ce marché-là? Est-ce qu'on est et vous voyez beaucoup, et pour les gens qui sont dans des grandes entreprises ou des belles PME, TPE, enfin, pas forcément sur des TPE, mais en tout cas sur des tailles intermédiaires, ce que j'appelle, c'est que, on est un peu frustré quand on est sur le terrain et qu'on voit le marché, on dit: «Ouais, c'est bon, on va y aller, le marché il est chaud» et cetera. Ou, il y a un futur, le marché il est pas encore là, mais toutes les prévisions disent: «Le marché va arriver», et on se rend compte que, les dirigeants ou la direction, mettent pas forcément, les moyens nécessaires pour, acquérir le marché. Parce que c'est une question de time to impact. Le nombre de faux signaux dans un marché, sont importants. Et donc, votre question, c'est de dire: «Oui, je veux être le premier. Oui, je veux manger le marché le premier, parce qu'il y a un vrai impact à être le premier sur un marché, mais il ne faut pas partir trop tôt parce qu'on s'essouffle». Quatrième critère, les risques. Souvent, les dirigeants avec qui je parle se disent: «Il y a du potentiel, on y va» et cetera, et peu identifient les risques. C'est un peu aussi le rôle du CFO de se dire: «OK, mon job, c'est de voir tous mes scénarios. Est-ce que j'ai un scénario à la hausse? Très bien, et de le pondérer avec le scénario à la baisse si ça se passe mal».
Alors, j'ai fait quelques cas mini cas comme ça, mais c'est essentiellement pour vous donner un peu de lumière. On est une PME, elle mène simultanément 12 projets majeurs. Évidemment, 12 projets, ça veut dire des ressources et ces ressources, elles sont limitées. Alors tout semble prioritaire. Bah, la question, c'est de dire, heu, sur lesquels on va avancer, d'abord. Et donc, le problème d'avoir des multiplications d'initiatives sans focus clair, ça défocus les équipes et on ne sait plus où aller. La deuxième, c'est que tout le monde est surchargé, ça impacte la motivation des équipes. Finalement, il y a aucun projet qui a atteint, son plein impact. On est sur des débuts de projets un peu partout et du coup, les ressources sont diluées. Quand vous avez, 12 projets et que vous êtes des équipes réduites, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur les 2, 3, 4 projets les plus prometteurs, ou en tout cas qui ont le rapport, risque-rendement le plus avantageux. Évidemment, vous voulez aller sur celle qui a la plus forte, croissance, la plus forte rentabilité, mais si c'est aussi celle où il y a le plus fort risque, peut-être que c'est pas le bon moment. En tout cas, c'est pas forcément, en termes de diversification, la chose la principale. Si on fait le parallèle avec l'investissement, est-ce que, j'achèterais, des actions hyper spéculatives et du coup, je mettrais 100 de mon capital là-dedans? Ben non. Vous allez diversifier votre capital, vous allez diversifier vos investissements et puis, vous allez mettre une petite partie sur cet investissement qui vous semble hyper prometteur, sans forcément vous dire que ça peut impacter l'ensemble, de votre société. Dans une société, c'est la même chose. C'est-à-dire dans l'ensemble de votre capital, dans une société, c'est à peu près la même chose. Vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier et vous allez gérer vos potentiels avec vos risques. Et là, on arrive sur un des sujets que j'affectionne le plus et qui est pourtant, le plus, risqué, mais c'est là où on change de dimension. C'est le modèle de croissance externe. Alors, en croissance externe, il y a j'identifie 3 types d'acquisitions un peu stratégiques. La première, c'est, le rachat d'un concurrent. C'est quelqu'un qui vient régulièrement sur vos appels d'offres, vous vous battez. Souvent, en termes de différenciation, c'est difficile, ça se joue sur les prix. Ben, vous savez quoi? Vous rachetez, ça vous permet, d'avoir une meilleure maîtrise de vos prix, ça vous enlève un concurrent, fort. Deuxième chose, l'acquisition d'une compétence clé. Dans les appels d'offres ou dans, votre produit, vous avez, un élément qui vous manque régulièrement, ben, vous allez aller l'acheter. Et 3, c'est l'accélération d'un marché existant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes leader, en tout cas, vous avez une taille assez significative dans un marché atomisé. Ben, vous allez, racheter énormément, de concurrents, de petits concurrents, ce qui va vous permettre de consolider une position, mais surtout de profiter d'un segment de marché qui croît à une forte valeur et d'adresser, finalement, vous achetez des équipes, là-dedans. Mais ça, alors la croissance externe, c'est une croissance qui est, forte, en termes de décision. C'est majeur dans le sens où, ça mobilise énormément de capitaux. Souvent, vous le faites avec de la dette, donc ça cristallise, un niveau de risque important et on va le voir, peut engendrer, des problèmes, importants, si elle est mal préparée. Hem, du coup, et alors, il y a énormément d'études qui vous disent, que, une acquisition, ne crée pas de valeur. La plupart des acquisitions ne créent pas de valeur. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai, parce que, les acquisitions sont souvent un moyen, de grossir vite et on laisse finalement, une part trop aléatoire à l'intégration de ces acquisitions. Mais une acquisition, elle crée de la valeur si déjà il y a un fit stratégique clair. Ça veut dire qu'elle répond à un objectif précis qui s'inscrit sur le long terme.
elle doit correspondre à votre vision long terme. La deuxième chose, c'est que les synergies soient réalistes. Souvent, la création de valeur, elle existe. Souvent, le fit stratégique existe. Mais la concurrence et les intermédiaires font que le prix que vous payez n'est pas réaliste par rapport aux synergies que vous allez pouvoir dégager de cette acquisition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être discipliné sur les prix. Il ne faut pas acheter à n'importe quel prix. Alors, j'ai souvent vu des acquisitions, j'ai participé à beaucoup de M&A. Quand on est engagé dans un process, on sent la pression monter. C'est un peu comme une partie de poker où vous dites, «J'ai le meilleur jeu» et vous mettez tous vos jetons sur la table. Mais il y a un moment donné, il faut savoir dire: «OK, j'irai pas au-delà de ce prix». Et la 4e levier, et ça, c'est le plus important, c'est l'intégration. Être capable d'intégrer l'entreprise pour intégrer à la fois la culture, à la fois les systèmes, à la fois, les équipes, et ça, c'est pour moi, quelque chose de primordial qui est souvent, et surtout dans les sociétés où il y a énormément d'acquisitions tous les ans, un vrai sujet, récurrent et qui rend l'acquisition, fragile. Alors là, je vous ai fait un mini cas, mais globalement, il y a une PME industrielle qui fait l'acquisition, d'un concurrent pour 2 millions d'euros. Heu, des synergies prometteuses sur le papier. 18 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les synergies commerciales, il y en a 20 de réalisés versus 100. On a perdu 3 cadres, clés. La culture d'entreprise, elle est incompatible et elle n'a jamais réussi à être harmonisée, et la direction s'est focalisée sur l'intégration, et elle a totalement négligé le vrai business. Résultat des courses, il y a 1,5 million de valeur qui a été détruite. Quand on fait une acquisition, il faut avoir une discipline claire sur combien on paye, pourquoi on le paye et comment on va intégrer. Et l'intégration, ça passe déjà Heu, par les équipes, la culture d'entreprise, les systèmes, c'est-à-dire, le fait de réunir l'information, avoir le même niveau d'information pour la société acquise que pour le groupe, heu, qui achète, et une vraie, direction de changement. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est des choses qui peuvent très bien se passer, quand c'est bien préparé, et ça, encore une fois, je le dis, j'ai vu des acquisitions de petites boîtes, qui achetaient des petites boîtes, et quand je dis petites boîtes, c'est à quelques centaines de milliers d'euros, voire, pas du tout, à des grands groupes, du CAC 40, encore une fois. Donc les acquisitions, c'est, de la préparation. Déjà, c'est une bataille, pour, réussir l'acquisition. C'est-à-dire, il y a souvent un jeu de concurrence entre différents acheteurs. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est un travail derrière, et assez rigoureux sur les intégrations des équipes. Alors, ce qu'on a vu, et là, le temps passe, mais ce qu'on a vu, dans toute cette, présentation, c'est comment, faire croître votre société et être, heu entre guillemets, à l'épreuve de toutes les météos, j'ai envie de dire. 2, comment accélérer, votre croissance grâce au cash que vous générez. Comment dynamiser davantage votre croissance grâce, heu, aux acquisitions que vous faites, et j'ai envie de dire tout ça, ça raconte une histoire, et ça raconte une histoire qui est, même si vous vendez pas demain, qui doit à un moment donné, être est essentiel dans, la valeur que vous créez. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, que ce soit dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, vous vous poserez la question de la transmission, de la revente potentielle, d'un refinancement. Vous n'êtes pas obligé de revendre de vendre votre société pour capitaliser sur votre société. Ça peut être aussi, l'entrée d'un partenaire. C'est un peu l'histoire que vous allez raconter, et en fait, quand on regarde le passé, il faut pouvoir être capable de se dire pourquoi vous avez fait chacune.
chacun des investissements, comment vous avez cru, raconter l'histoire de votre société et puis raconter l'histoire de demain. Et ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser, parfaitement parce que c'est ce qui va créer finalement une partie de la valeur, une partie de ce qu'on appelle l'écosystème, de l'equity story pardon, de votre société et c'est un peu ce qu'on achète. Je rappelez-vous ce que je vous ai dit sur, valeur versus prix. La valeur, c'est la génération de cash futur à aujourd'hui et le prix, c'est ce qui est prêt à être payé par un investisseur ou par quelqu'un pour cette série de cash futur. Alors les questions, elles sont fondamentales parce que finalement et c'est ce que je vous dis, c'est que l'equity story, c'est la valeur future et moi, je suis prêt à payer cher quelque chose auquel je crois fort et donc si l'histoire que je vous racontez à votre futur, investisseur ou futur, partenaire est crédible, il sera prêt à payer un peu plus fort que, quelqu'un qui dit: «Bah, oui, mais le futur, c'est pas tout à fait ça parce que dans le passé, il n'a pas forcément réussi». Je vous donne un exemple assez simple. Vous dites que vous allez faire des acquisitions, vous n'en avez fait aucune. Bon, est-ce qu'ils sont capables de faire des acquisitions? Ils n'en ont jamais faites. Ils veulent rentrer dans la société, mais ils n'ont jamais fait d'acquisition. Est-ce qu'ils nous disent qu'ils vont pouvoir croître à 15% par an? Leur meilleure année, c'était à 10%. Ils disent qu'ils sont capables de remonter la marge opérationnelle à 20%. Leur meilleure année, c'était 8. Vous pouvez raconter une histoire, mais elle n'a de crédibilité que si vous êtes capable de prouver quantitativement que cette histoire vous êtes, est bien là. Alors, une trajectoire claire, une vision structurée, des preuves tangibles, ça, c'est ce que permettent, d'attirer les financeurs futurs et clairement pas c'est pas le passé. Je sais que le temps tourne et je vais accélérer un peu plus, mais globalement, je voulais faire un point sur qu'est-ce qu'attendent, vos partenaires? Que ce soit des banques ou des partenaires financiers. Bah, ils attendent d'abord, au-delà des ratios traditionnels, ils attendent une vision stratégique, des décisions claires, différenciantes, et cohérentes avec, les objectifs de l'entreprise. Ils attendent une exécution maîtrisée. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. C'est pour ça que quand vous communiquez avec vos partenaires financiers, vous communiquez plutôt sur le budget que vos objectifs. Under promise, over deliver, comme on dit en anglais. Montrez que la gestion du cash, elle est bonne et que finalement votre allocation est crédible, est disciplinée. C'est-à-dire que vous n'investissez pas du cash sans avoir, réalisé, réfléchi et étudié tous les scénarios. Hem, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. J'ai 18 de marge EBITDA, 25 de croissance sur 5 ans. Ça, c'est des performances réelles, qui sont supérieures au marché. Heu, la difficulté dans ce mini-cas, par exemple, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. On a des reportings financiers qui ne sont pas organisés. On a une absence de narration financière qui est structurée. Les dirigeants sont incapables d'articuler stratégie et chiffres. Donc, bah, finalement, les financeurs, ils viennent pas. C'est pas une question de ce qui est affiché, c'est une question de comment on le raconte et comment on montre qu'on est capable de le répliquer. Et ça, vous attirez des partenaires financiers, heu heu, tout au long de votre, vie, d'entrepreneur. Alors là, c'est un peu à vous de vous poser les questions, mais ça, c'est les 5 signaux pour structurer un peu sa finance. C'est la cro est-ce que, ma croissance consomme du cash? Est-ce que, vous avez des arbitrages un peu difficiles? Est-ce que vous avez pas trop de projets finalement? Est-ce que vous dispersez pas trop? Est-ce que vous êtes dans un momentum de préparation de transmission ou plutôt, du build-up, d'acquisition? Est-ce que vous avez besoin, de quelqu'un qui vous copilote? Est-ce que vous avez structuré votre direction financière? Ça, c'est les questions que vous devez vous poser, pour faire grandir, votre entreprise. Ça, c'est clairement pour moi les éléments, que vous devez vous poser aujourd'hui. Heu, alors on y répond en partie, en grande partie d'ailleurs, au
sein des formations de l'IFG, aujourd'hui, à l'IFG, les formations qu'on donne, elles vous permettent de vous construire des outils et de prendre ces décisions-là et de vous poser les bonnes questions et les bonnes bases. Hem, Jennifer, j'ai fini. J'espère que j'ai pas été trop Merci long beaucoup, et qu'on Steve. m'a bien entendu malgré Non, les c'était parfait. différentes, Merci beaucoup. problématiques techniques. Je me permets de te relayer les questions qu'on a eues dans le chat. Alors il y en a 2 Avec qui se plaisir. ressemblent, donc je vais les poser en même temps. Donc j'ai: «Si ma PME n'a que 8 projets qui s'appuient sur le même socle, le recyclage et l'emballage, avec des ROI similaires, quel est le facteur de choix en ce moment?» J'en ai une autre qui est similaire, je te la pose aussi. Alors, si le ROI et le risque est similaire pour les 12 projets car ils s'appuient tous sur le même socle, comment choisir? Bah, c'est une bonne question, mais les projets engagent des hommes en général, ça c'est la première chose, et des équipes. Donc la question que vous devez vous poser, c'est, dans un premier temps, c'est, heu, effectivement les projets sont similaires, mais est-ce que les ressources que je vais y adresser sont similaires aussi? Ensuite, c'est le risque. Quel est le risque d'avoir, à devoir, est-ce qu'elles ont toutes le même risque? Donc là, ce que j'entends, c'est: «OK, si j'ai 12 projets qui ont le même rendement et le même risque, lesquels je choisis?» Et ben, la ques est-ce que vous êtes capable de gérer les 12 projets? Si vous êtes capable de gérer les 12 projets et que vous avez les équipes pour les gérer et que vous avez, la même socle et j'ai envie de dire, faites les 12, surtout si vous avez l'ensemble de vos ressources financières. Mais en étudiant de manière très précise, quand vous mettez le potentiel du projet, les ressources que vous y allouez, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines, que vous anticipez les risques, les 12 projets n'auront pas les mêmes ratios. Et c'est là où vous faites votre allocation, vous allez vers les 3, 4, 5 projets les plus rentables. L'idée, c'est pas de dire j'en prends un ou je prends les 12. L'idée, c'est peut-être de se dire, OK, je prends, je les classe et en fonction d'un classement qui est propre à votre métier, c'est de dire, ben, moi, je suis capable de faire ça et go for it, quoi. Merci beaucoup pour ta réponse. On a également: «Le rachat des concurrents n'est pas de l'abus de position dominante». Est-ce que ça l'est ou pas d'après toi, le rachat des concurrents? Alors, c'est très encadré par, les instances sur la concurrence et ça arrive à un moment où, il faut être vraiment très gros. En général, heu, là, on a des problématiques de concurrence. Bah, moi, j'ai travaillé pas mal sur la fusion entre Fnac et Darty et la question, voilà, est-ce que, Fnac, en rachetant Darty, avait une position dominante sur la distribution, de produits électroniques et d'électroménagers? Ben, les autorités de la concurrence sont rentrées, produit par produit, marché par marché, localité par localité et ils ont vu que c'était pas, concurrent. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que évidemment, l'objectif, c'est de consolider et d'avoir le moins de concurrents possible, mais avant qu'on arrive à cette étape-là, vous allez faire plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Merci beaucoup Steve. On va prendre 2 dernières questions. Pour accéder au poste de DAF, est-ce qu'une expérience en contrôle de gestion est préférable à une expérience en cabinet comptable? Alors c'est très intéressant cette question et merci de l'avoir posée parce que, heu heu bizarrement, moi je fais la différence entre le DAF et le RAF et on n'est pas obligé d'avoir ni été contrôleur de gestion, ni, expert comptable pour être DAF. L'idée, c'est où est-ce que vous positionnez votre, curseur? C'est certain que vaut mieux avoir une expérience en contrôle de gestion, une expérience en cabinet comptable pour pouvoir gérer des équipes qui vont faire en sorte que la compta soit, juste et parfaite, que le contrôle de gestion soit, bien opéré et permette d'avoir les bonnes données et qu'il aille chercher les données là où elles sont dans l'entreprise, dans les systèmes d'information. Mais, la réalité, c'est que votre DAF, ou en tout cas la position de DAF, doit, heu, essentiellement venir de la compréhension
du marché, du métier et de l'entreprise en elle-même. Et donc, pour avoir un rôle de DAF, un peu stratégique comme ça, il faut avoir, l'expérience du secteur, l'expérience, de la finance et potentiellement, l'expérience surtout si on veut faire du M&A, l'expérience du M&A. Et c'est là où je pense que, heu, il faut savoir s'entourer et construire et c'est un peu le rôle du DAF, c'est de construire avec des gens qui sont capables d'avoir, les différentes casquettes. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci Steve. Et donc, on va prendre une dernière question avant de libérer tout le monde. Donc, c'est quel KPI vous conseillez de suivre de près pour une petite entreprise artisanale se structurant en PME? Avez-vous des conseils pour des outils de base pour veiller de près l'évolution et ne pas tomber dans l'un des cas que vous avez présentés? Alors, c'est le même conseil que je donne, merci pour cette question parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel, je passe beaucoup de temps avec, mes clients. C'est de dire: «Il faut être capable de gérer s et Excel ou en tout cas un tableur, c'est pour moi, c'est le meilleur outil. Pas besoin d'acheter, des outils à milliers d'euros. Savoir gérer, sa facturation, donc son chiffre d'affaires, sa marge brute, donc mettre en face du chiffre d'affaires les coûts qui sont nécessaires pour générer ce chiffre d'affaires, vos coûts opérationnels, donc votre marge opérationnelle et ensuite de gérer votre BFR et votre variation de trésorerie. Ça, vous pouvez le faire tous sur un tableur Excel, c'est le seul outil que vous devez gérer. Que ce soit une PME, une entreprise, avec une boutique ou, avec, plusieurs boutiques et devenir une PME, pour moi, c'est ce qui est important, c'est de pouvoir gérer votre trésorerie et c'est ça, votre sujet. N'investissez pas, dans des outils informatiques, très coûteux. Investissez dans un logiciel comptable qui vous permet de récupérer votre compta. Organisez votre, information comptable de manière à voir exactement retraiter exactement, vos différents, points entre votre chiffre d'affaires et votre variation de trésorerie et vous serez capable de gérer, votre petite PME ou votre TPE et de la monter, à un grand groupe, à une entreprise intermédiaire, une ETI. Merci beaucoup Steve pour cet éclairage et pour la qualité des échanges. Merci également à toutes et à tous pour votre participation et puis pour vos questions. Nous espérons que ce webinaire vous a apporté des clés concrètes de réflexion sur le rôle stratégique de la finance dans la création de valeur. Et puis l'équipe IFG Executive Education reste bien entendu à votre disposition pour poursuivre ces échanges. Steve s'associe à moi, hein, pour vous souhaiter une très bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. Merci Merci beaucoup. Bonne Steve. journée à tous. Merci, au Merci. revoir. Merci.